C'est quoi le tout premier scandale du cinéma? Il y a débat, mais l'affaire Dreyfus de Georges Méliès est un bon prétendant. Sorti en 1899, il est considéré comme le premier film politique de l'histoire et il divise l'opinion publique. D'un côté, une France hostile aux Juifs qui cherche un coupable à un acte de haute trahison, de l'autre, des défenseurs de la liberté qui veulent que justice soit rendue sur le sort d'un innocent. C'est de ce côté que se range Méliès, qui voit déjà dans le cinéma un moyen d'exprimer ses idées comme il le souhaite. Bon, évidemment, son avis dérange, et malgré une forte affluence, il est rapidement censuré et finit par être déprogrammé. Alors c'est pas mal, mais c'est pas le premier. Alors déjà, 4 ans plus tôt, les frères Lumière avaient eu une petite idée du désordre que leur invention pouvait créer. Avec l'arrivée d'un train en gare de la Ciotat, le tout premier film projeté de l'histoire, les spectateurs découvrent des images qui bougent pour la première fois. Et autant vous dire qu'ils étaient nerveux, angoissés par cette sorcellerie. La légende raconte même que certains se sont cachés sous leur siège pensant que le train allait vraiment leur foncer dedans. Mais le premier vrai scandale, il revient à Thomas Edison et son kinétoscope. Cet appareil permet de voir un court film tourner en boucle en posant son œil contre une lentille. Et c'est marrant parce que même si ça a 130 ans, les sujets d'intérêt étaient quasiment identiques à ceux d'aujourd'hui, puisque ce qu'on pouvait voir, c'était ça. Les bandes blanches, là, c'est le résultat d'une pression exercée par une ligue de vertu américaine qui trouve que la robe remonte trop haut. C'est pas grand chose, mais c'est le premier acte de censure cinématographique de l'histoire. Il faut dire qu'à l'époque, le cinéma, c'est une machine à scandale. Déjà, l'élite a un gros a priori sur cette nouveauté. Pour les écrivains et autres artistes de l'époque, à aucun moment ça ne sera considéré comme de l'art. C'est même tout l'inverse. Le fait d'être dans le noir, dans une salle souvent peu confortable, ça pousse les gens à être pleins de préjugés. En plus de la forme, ce qui gêne, c'est le fond. Avec le cinéma, on peut faire passer les idées que l'on veut, dire ce que l'on ne peut pas dire ailleurs. Et ça effraie. On en a parlé avec l'affaire Dreyfus, mais au début du XXe siècle, il y en a d'autres qui dérangent. Par exemple, La naissance d'une nation de David Griffith. Une gigantesque fresque qui raconte l'Amérique post-guerre de sécession et commence à influencer le futur du pays. Évidemment, le sujet est sensible et des bagarres éclatent entre les spectateurs. En quelques semaines, il est boycotté par plusieurs États avant de disparaître complètement. Dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait quand une œuvre dérange? Eh ben, on censure. D'abord en France à partir de 1909 et aux États-Unis en 1934 avec le Code Hays. L'idée avec ce code, c'est d'établir des règles sur ce qui est convenu de montrer à l'écran. Fini la nudité, la violence ou l'homosexualité. Bon, ça n'empêche pas les réalisateurs de ruser pour contourner ces règles. L'exemple le plus connu, c'est sûrement Les Enchaînés d'Hitchcock. On peut voir une séquence de baiser qui dure presque 3 minutes. Cette technique, placer des lignes de dialogue assez régulièrement et faire genre que c'est plein de petits bisous plutôt qu'un seul. À vouloir interdire des œuvres, eh bien généralement ça fait l'effet inverse. Tout le monde veut voir ce qui est interdit. Et c'est comme ça que les films problématiques deviennent souvent des œuvres cultes avec le temps, symbole d'une époque. On a fait une première vidéo sur le sujet, mais les exemples sont tellement nombreux que ça méritait bien une suite. Ok, mais bon les gars, pour éviter les scandales, il y a quand même une solution très simple. Désinstaller Twitter ? Oui, c'est une solution, mais en gros, sinon tu peux juste contrôler ta vie privée. Et ça, tu peux le faire avec CyberGhost VPN. Si tu fais pas gaffe, Internet ça peut être dangereux, et un VPN, ça te transforme en fantôme. Protège-toi des hackers, des attaques informatiques en cachant ton IP et en changeant ta localisation. Tu deviens intraçable, les mecs pensent que t'es dans le nord du Canada alors que t'es tranquillement dans ta chambre. Très utile d'ailleurs de contourner les géorestrictions. Profite à fond des catalogues Netflix, Disney+, Prime Video, plus de 40% de contenu supplémentaire en français sur plus de 40 services de streaming. Et ça marche aussi sur la télé. En 2 clics, passe sur la chaîne RTF Belge pour regarder les courses en français gratuitement. Ouais, mais encore un abonnement de plus, est-ce que je peux vraiment me permettre ça ? Oui, parce qu'il n'y a pas que le catalogue Netflix qui change. Les prix aussi. Tu payes 11€ par mois pour Disney+, alors qu'en passant ton IP en Inde, tu pourrais l'avoir pour 2,80€. Même chose en Turquie, avec l'abonnement YouTube Premium à 1,40€. Perso, cet été, j'ai utilisé mon VPN pour avoir des prix locaux sur les avions, les hôtels. J'ai fait énormément d'économies. Le tout bien sécurisé, 4 étoiles sur Trustpilot, 38 millions d'utilisateurs, service client en français disponible 7 jours sur 7, satisfait ou remboursé sous 45 jours. Sur Cinématrash, on vous fait une super offre, moins 83% de réduction et 4 mois gratuits, le tout sur 7 appareils, pratique pour partager en famille ou entre amis. 2€ par mois, qu'il soit sur PC, mobile, console, Smart TV, ça marche. Le lien est en description, allez voir ça. Les 2 potes qui ont failli détruire Hollywood.
Dans l'inconscient, les scandales c'est souvent des drames, des représentations réalistes d'une situation qui choque les concernés. Et oui, ça fait toujours plus mal quand c'est les autres qui pointent nos défauts. Pourtant, la comédie, elle n'est pas en reste. Il y a de plus en plus de cas d'acteurs ou d'humoristes qui se font intimider à cause d'une blague qui ne passe pas. Sacha Baron Cohen, l'acteur de Borat, a reçu des milliers de menaces de mort. Le film a d'ailleurs été déprogrammé en Russie et dans tout le monde arabe pour une représentation offensante de leur culture. Que ce soit la parodie, de la satire ou alors n'importe quelle autre forme de comédie, c'est nécessaire de les prendre avec du recul. Le but de ces films, c'est de tourner en dérision une situation, de trouver du comique, parfois là où il n'y en a pas. C'est de ce postulat que sont partis Seth Rogen et Evan Goldberg pour réaliser l'interview qui tue. L'histoire d'un journaliste qui a l'occasion de rencontrer Kim Jong-un pour un entretien. Sauf que le FBI veut profiter de cette chance pour l'éliminer. Le pitch est très efficace et chez Sony Pictures, on s'attend à ce que ce soit un joli succès. Les premières projections presse ont lieu, les retours sont bons. Il y a juste un gars qui valide pas et c'est Kim Jong-un. Lui, il voit pas forcément ce qu'il y a de drôle là-dedans. Donc il fait ce que ferait tout dictateur qui se respecte, une bonne vieille menace sur les États-Unis. Dans leur communiqué, ils expliquent que si le film venait à sortir en salle, leur représailles serait sans merci. Chez Sony, ça flippe un peu. Et du coup, la fin est remontée, aucune censure, juste la mort du dictateur est rendue moins violente. L'histoire pourrait s'arrêter là, mais à un mois de la sortie officielle, les employés ont une petite surprise en arrivant au boulot. Un message qui apparaît sur tous les ordinateurs, hacké par GOP. Attention, nous vous avons averti, c'est juste le début. Nous avons obtenu toutes vos données internes et vos documents top secrets. GOP, c'est l'abréviation de Guardians of Peace, un groupe de hackers qui se revendique sans affiliation politique. Bon, évidemment, personne n'est dupe et tout le monde accuse la Corée du Nord. Genre, le timing, à quelques semaines de la sortie du film, c'était trop gros. Le problème, c'est que personne ne peut affirmer à 100% l'origine de l'attaque. Zéro traçabilité, ça peut venir de n'importe où. Donc, Corée du Nord ou pas, on n'aura sûrement jamais la réponse. Mais bon, chez Sony, à ce moment-là, ils ont d'autres soucis à régler. Petit à petit, les hackers publient sur internet ce qu'ils ont volé et les dégâts sont immenses. Premièrement, c'est près de 47 000 données personnelles d'utilisateurs qui ont leaké. Carte bancaire, numéro de sécu, adresse perso et j'en passe. À ça, tu peux ajouter la mise en ligne d'un film inédit au studio et même une première version du scénario de Spectre, le prochain James Bond à sortir. Juste ça, c'est des millions de dollars de pertes. Mais ils continuent et balancent des mails et des infos qui vont détruire Sony. On apprend que des actrices comme Jennifer Lawrence ou Amy Adams sont payées moins bien que leurs costards masculines pour des temps d'écran semblables. En interne, c'est pareil, les femmes et les employés issus de minorités reçoivent de plus petits salaires que les autres. On pourrait se tourner vers la boss de Sony Pictures pour voir comment elle gère ça, mais elle aussi est dans la sauce. Les hackers ont fait fuiter des échanges de mails où elle tient des propos racistes, notamment à l'encontre d'Obama. Ça fait beaucoup à gérer et pourtant ça continue. GOP envoie un dernier message qui va faire trembler l'Amérique. Souvenez-vous du 11 septembre. Nous vous recommandons de vous tenir à l'écart des endroits où seront diffusés le film. Si votre maison se situe dans les alentours, vous feriez mieux de partir. Devant les menaces d'attentats, Sony fait finalement machine arrière. La première new-yorkaise et la tournée promotionnelle sont annulées, et pour éviter un drame, ils décident de limiter le nombre de copies, et les salles qui le jouent sont ultra sécurisées. En fait, ils misent tout sur une sortie digitale en simultané pour ceux qui sont pas hyper chauds d'aller tenter l'expérience au cinéma. Et pour le coup, ça marche. En 4 jours, le film devient le plus gros succès de Sony sur ce marché et l'un des plus téléchargés de l'histoire. Une bien maigre victoire pour le groupe qui reste au cœur de gros scandales, mais ça a au moins eu le mérite de faire bouger les choses un peu partout dans le monde. Déjà à Hollywood, où depuis 10 ans on s'active à faire disparaître les discriminations. C'est aussi le cas en Corée où des activistes sud-coréens ont accroché des clés USB contenant le film à des ballons en espérant qu'un jour des mains innocentes puissent s'évader le temps d'1 heure ou 2. Ce qui fait la force d'un scandale, c'est que ça laisse des traces. C'est rarement un effet de mode, bien au contraire. Si les gens gueulent, c'est qu'il y a une volonté de changer les choses, que ce soit dans la bonne direction ou pas. Scandale sur la croisette. Le Festival de Cannes, ses stars, son tapis rouge et ses moments chocs. Il faut dire qu'en 77 éditions, on a vu passer certains des films les plus marquants du cinéma, mais aussi et surtout quelques gros scandales qui n'ont pas manqué de choquer tout le monde. Est-ce que vous saviez que par exemple, une fois, le festival a dû être écourté parce que les membres du jury ont tous quitté leur poste? Ça s'est passé en mai 68, sauf qu'au même moment, il y a une autre actualité qui monopolise l'attention de la France. Dans toutes les grandes villes, la jeunesse et la classe ouvrière
manifestent pour de meilleures considérations et un changement des mœurs. Le pays est totalement paralysé, mais à Cannes, visiblement, c'est pas leur souci. Eux, ils continuent de vivre dans leur bulle, bien loin de la réalité des révoltes qui se passent au même moment. Et si la France veut du changement, son cinéma a déjà opéré un premier virage depuis quelques années, notamment avec la nouvelle vague. Ces jeunes réalisateurs apportent avec eux un vent de fraîcheur, notamment avec des thèmes plus sociaux et contemporains. Donc pour eux, c'est impensable de laisser cette élite cannoise vivre dans l'opulence pendant que la France est en train d'assister à une page marquante de son histoire. Et c'est comme ça que Godard et Truffaut, qui ne sont même pas invités cette année-là, prennent la parole dans une salle bondée de journalistes pour demander l'arrêt du festival. Parle solidarité avec les étudiants et les ouvriers et vous me parlez travelling et gros plans. Vous êtes pas Je souhaite que le festival s'arrête. Le même jour, ils tentent d'empêcher la projection d'un film en s'accrochant au rideau avant de se faire maîtriser par la sécurité. Pour les soutenir, plusieurs membres du jury, ainsi que les cinéastes en concours pour le Grand Prix, décident de se retirer, ce qui marque la fin de la cérémonie 5 jours plus tôt que prévu. Le conseil d'administration du Festival international du film décide d'arrêter le festival et s'excuse de cette situation vis-à-vis des participants étrangers. Après cette édition mouvementée, on sent que le festival est plus calme. Le ministère de la Culture met son nez dans les œuvres qui sont présentées et c'est beaucoup plus social, en accord avec la réalité. Rien que l'année suivante, c'est Adelaide 31, une œuvre suédoise qui traite des grosses grèves ouvrières qui ont touché le nord du pays dans les années 30. Godard voulait du changement, il a été servi. Ça dure comme ça quelques années jusqu'en 73 avec un film qui va choquer Cannes comme jamais. La Grande Bouffe de Marco Ferreri. Pour le présenter rapidement, c'est un réalisateur italien, mais c'est surtout un habitué des scandales, que ça soit dans son pays d'origine ou alors en Espagne où il commence sa carrière. Ses films doivent toujours être remontés pour pouvoir sortir en salle. En 63, il a même frôlé la prison pour Le lit conjugal, une satire du mariage chrétien. Donc, quand il débarque à Cannes 10 ans plus tard, les gens sont méfiants. Rien que le pitch donne des appréhensions au public. La Grande Bouffe, c'est l'histoire de 4 hommes qui s'enferment dans une villa pour réaliser un suicide collectif par la nourriture. Le tout agrémenté de prostituées. Avant même que le film soit diffusé, une petite polémique éclate par rapport à l'affiche. Des hommes nus de dos face à une femme qui est aussi nue. Ouais, on sent que ça va diviser. Vient le jour de la projection, le public prend place et la lumière s'assombrit. Ou bien s'imaginer que dans la salle, il y a que l'élite, habituée aux hautes sphères, qui aime les bonnes manières et tout ce qui est raffiné. Et là, c'est le drame. Bon, on est vache, ça se résume pas uniquement à ça. Il y a aussi ce moment-là, par exemple. Évidemment, le public est scandalisé. Les gens hurlent, se lèvent et quittent la salle. Les acteurs et actrices sont hués, bousculés par les spectateurs qui, selon toute vraisemblance, n'ont pas aimé le film. Mais alors, pourquoi est-ce qu'ils ont pas aimé ? Eh bah tout simplement parce que ça parle d'eux. Les gens qui sont dans la salle ce jour-là, c'est eux qui vivent dans la démesure et qui ne se refusent rien. Ferreri se moque d'eux et tourne en dérision la consommation de masse, l'aboutissement des 30 glorieuses, cette période de prospérité économique d'après-guerre. Et puis si on veut la preuve ultime de l'hypocrisie des critiques vis-à-vis du film, il y a qu'à voir le retour des vrais spectateurs une fois l'arrivée de la diffusion en salle. Parce que malgré la tentative de la droite de le faire interdire, il sort en salle à peine quelques semaines après le festival et c'est un joli succès. Un peu plus de 2,8 millions d'entrées, c'est plus que Le Magnifique avec Belmondo sorti la même année, pourtant l'acteur le plus bankable de sa génération. Mais au-delà du succès commercial, ce qui est intéressant, c'est qu'une fois livré au public, le film n'a fait aucune vague. Personne ne se plaint d'une représentation erronée et au contraire, on s'amuse de voir comment l'élite est tournée en dérision aux yeux du monde entier. 50 ans plus tard, il fait office de monument quand on pense aux satires d'une époque. Comme quoi, Marco Ferreri semble avoir réussi son coup. Hypocrisie à l'américaine. Filmer la guerre, c'est toujours un sujet sensible. Le plus souvent, elle est racontée par les vainqueurs et on n'hésite pas à lisser la vérité pour que le résultat soit le plus héroïque possible. C'est pour ça que beaucoup de films de guerre sont contestés à leur sortie. Les Sentiers de la Gloire par exemple, aussi bon metteur en scène qu'est Kubrick, sa vision de la Première Guerre mondiale est très américaine et ça plaît pas aux vrais soldats. Quand il sort en France et en Belgique à la fin des années 50, il est tout de suite boudé par les combattants. Le distributeur américain est obligé d'annuler sa diffusion pour s'éviter de trop gros problèmes. Faudra attendre
18 ans pour que le film puisse ressortir en salle et en version censurée en plus. C'est très dur de conquérir tout un public avec un film historique. Il y aura toujours des critiques sur la véracité de ce qui est montré, entre ceux qui défendent la vérité et ceux qui préfèrent l'oublier. Comment ça, préfère l'oublier? Si souvent ce qui est reproché à ces œuvres c'est de mettre volontairement de côté un pan historique pourtant connu de tous, l'inverse existe aussi. On a des films qui disent tellement la vérité que ça dérange. L'un des plus connus c'est sûrement Zero Dark Thirty. À l'origine le projet s'appelle humblement Kill Bin Laden et c'est censé mettre en lumière le plus gros échec des renseignements américains, la fuite de Ben Laden dans les montagnes afghanes au milieu des années 2000. Le scénario est terminé, tout est prêt pour le tournage, jusqu'à ce qu'une news vienne chambouler complètement le projet. The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Du coup, faut tout réécrire et c'est Catherine Bigelow qui s'en charge. Elle est connue pour son cinéma coup de poing et vient de remporter 6 Oscars pour Des mineurs. Une histoire sur l'équipe de déminage américaine pendant la guerre d'Irak, donc les films de guerre, c'est son truc. Ce qui était Kill Bin Laden est retravaillé pour devenir Zero Dark Thirty, qui raconte comment les États-Unis ont traqué et éliminé leur ennemi public numéro 1. Sur le papier, film parfait pour les Américains, eux qui sont si fiers de leur pays et de leur puissance internationale, ça va les glorifier aux yeux du monde. Sauf que non. Partout dans le pays, la critique est divisée. Les retours sont bons, mais les images dérangent. Beaucoup trop de séquences de torture. Ça donne l'impression que l'élimination de Ben Laden a été possible grâce à la torture. Et ça dérange le peuple. Pour eux, la réussite de cette mission, c'est seulement parce qu'ils sont les plus forts. À aucun moment, l'armée américaine ne commet ce genre d'acte. Quand on y pense, c'est assez hypocrite comme raisonnement. Le monde entier sait que l'Amérique a torturé des prisonniers de guerre pour obtenir des renseignements. C'est impossible de le cacher. Et même au-delà de ça, depuis quelques années, la torture dans la fiction, c'est ultra mainstream. Le genre a explosé avec les Saw et le torture porn, où on voit des victimes se faire traumatiser par des sadiques. Donc, aucun problème quand c'est du divertissement, mais dès que ça entache la victoire de l'oncle Sam, oh là là, le scandale éclate. Ça place les États-Unis devant leur propre horreur. C'est quoi le prix moral qu'ils sont prêts à payer pour faire le deuil du 11 septembre? Se mettre au même niveau que l'agresseur, est-ce que c'est pas finalement une défaite? La question fâche, et plutôt que d'y répondre, le Sénat se soulève et demande à ce que le film soit retiré. En fait, c'est surtout les républicains qui voient de la propagande pour faire réélire Obama à quelques mois des élections américaines. Pour l'empêcher, ils demandent une enquête et bingo, il s'avère que la CIA, avec l'accord de la Maison Blanche, aurait fourni des informations confidentielles sur la traque et les méthodes utilisées pour éliminer le chef d'Al-Qaïda. Énorme coup de tonnerre et le monde politique s'abat sur la réalisatrice et son film. On dénonce une apologie de la torture et certains vont jusqu'à l'insulter de marionnette d'Obama. Ce matraquage, il continue jusqu'aux Oscars. Elle, qui était la première femme de l'histoire à obtenir la statuette de meilleur réalisateur, elle se fait totalement snobée en remportant seulement le prix du montage son. Ex aequo avec Skyfall. Faut pas oublier que cette cérémonie, c'est avant tout du copinage. Les membres de l'académie votent, mais c'est pas rare d'avoir des alliances. Avant tout, c'est une affaire de gros sous. Et donc, quelques semaines avant, certains avaient appelé à boycotter le film. David Clennon, acteur que vous avez pu voir dans The Thing, plus récemment dans Gone Girl, a carrément rédigé une tribune intitulée « Et la récompense de l'académie pour la promotion de la torture est attribuée à... voilà. » Sauf qu'au milieu de tout ça, la réalisatrice a tenté de se défendre comme elle peut. Pour elle, il a été fait dans une démarche totalement pacifiste. Raconter les horreurs de la guerre ne veut pas dire les valider. Et au final, si l'affaire a fait beaucoup de bruit là-bas, le reste du monde a surtout constaté la lâcheté américaine. À vouloir faire disparaître le film, ils se sont montrés sous leur vrai visage, incapables de se regarder en face quand il s'agit d'assumer leurs horreurs et leur histoire. Après, cette histoire est récente, pareil pour celle de Sony Pictures avec la Corée du Nord. Il faut se laisser le temps pour voir le regard qu'on aura sur ces affaires dans plusieurs années. Parce qu'au contraire, on a souvent l'impression que les scandales cinématographiques sont liés à des histoires qui datent. Et avec notre regard contemporain, on trouve que les réactions sont souvent disproportionnées. Si La Grande Bouffe était sortie cette année, alors le film n'aurait sûrement pas fait autant de bruit. Ça, c'est parce que le scandale, c'est qu'une question de timing. Si le corps nu de Brigitte Bardot dérange dans les années 50, celui de Virginie Efira n'est sujet à
aucun débat aujourd'hui. Plus globalement, le regard porté sur l'art et tous ses sujets de prédilection a évolué en même temps que son époque. Les mentalités changent et l'opinion sur les sujets de société n'est plus la même. Faut aussi ajouter que le mode d'information n'est plus le même. À l'époque, les scandales étaient appuyés par les médias qui voyaient la possibilité de vendre encore plus. Aujourd'hui, l'actualité est dans votre poche, consultable 24 heures sur 24. C'est facile de désamorcer la controverse ou de se faire son propre avis sans se faire influencer. Et au final, s'il doit y avoir un scandale, c'est seulement la représentation d'un malaise pour notre société. Les idées dérangent, on préfère s'y opposer plutôt que les envisager. Mais est-ce que c'est une bonne façon de faire ? En fait, on tente de modifier ce qui ne peut pas être modifié, plutôt que faire évoluer le regard qu'on porte sur ces œuvres. Encore merci à CyberGhostVPN, protégez-vous et faites des économies en contournant les géorestrictions pour seulement 2 € par mois grâce au lien en description.